Point 3. L'abri du poisson. Derrière vous se trouve un autre abri sous roche. Mais d'ici, vous ne pouvez pas le voir. Il se trouve au bout d'un petit chemin, accessible de l'autre côté de la route. Vous pouvez y aller. Le site est ouvert au public le mardi matin. Cet abri-là, M. Lartet n'a pas pu le fouiller, parce qu'il n'a été trouvé qu'en 1892, pratiquement 30 ans après l'arrivée de nos deux pionniers aux Aisies. Et il a fallu 20 ans de plus pour découvrir ce qui allait rendre le site célèbre. Un poisson gravé. Une figure très rare dans l'art pariétal. On trouve des représentations de bisons, de chevaux et de rennes par centaines dans les grottes ornées. Mais les poissons se comptent sur les doigts d'une main en France. Ce rare spécimen nous apprend donc que l'on pêchait des saumons dans la Vézère il y a 25 000 ans. À cette époque, les hommes utilisaient des harpons. L'hameçon est une invention plus tardive. On suppose que les hommes préhistoriques savaient naviguer, mais on retrouve très peu de traces d'embarcation, certainement parce que le bois se conserve beaucoup moins bien que le silex ou les os. Mais revenons à nos poissons. Début XXe, la quête des origines de l'homme est devenue légitime. Elle attire toutes sortes de personnages. Des spécialistes envoyés par Paris, des intellectuels passionnés, des fouilleurs du dimanche, mais aussi des antiquaires et autres chasseurs de pièces. Car à l'époque, celui qui trouve garde ses trésors ou les revend. Ces fouilleurs intéressés ont rapidement convoité le précieux poisson découvert en 1912. Une vente est traitée en secret avec le musée de Berlin. Mais heureusement, elle est dénoncée à temps. Le poisson reste ici, mais on peut constater que son extraction était bel et bien programmée. Ironie du sort, Lartet et Christie ont débuté leur aventure préhistorique grâce à une œuvre volée. Dans la boutique d'un antiquaire parisien, ils découvrent un étonnant bloc gravé, extrait de la grotte Richard. L'antiquaire leur dit « Si ces œuvres primitives vous intéressent, il faut vous rendre en Dordogne, messieurs. Le train dessert depuis peu ce village d'où on m'a ramené ce bloc gravé. Les Aisies de Taillac. Vous devriez faire des découvertes intéressantes. Et vous savez où me trouver pour les revendre. » Aujourd'hui, il paraît impensable que de telles pièces puissent être volées et vendues. Mais en 1912, les lois françaises de protection du patrimoine n'existent pas. La recherche en préhistoire n'est absolument pas structurée, et la France n'a pas assez d'argent pour constituer une collection. Les musées étrangers, surtout les Allemands et les Américains, en profitent d'autant plus que le taux de change leur est favorable. Beaucoup de préhistoriens, d'ouvriers de fouilles ou d'inventeurs, ceux qui découvrent des sites ou des objets, en profitent aussi et vendent leurs trouvailles pour améliorer l'ordinaire. Une bonne partie du patrimoine préhistorique est ainsi dilapidée. Suite à ces pillages, car l'affaire du poisson n'est pas la seule, les pouvoirs publics accélèrent la mise en place de la loi sur la protection des monuments historiques et décident de créer un musée national de préhistoire aux Aisies en 1913. C'est Denis Peyroni, celui qui avait empêché l'extraction du poisson, qui se retrouve en charge de la création de cette collection. Continuez sur ce sentier.